Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bienvenue dans cet épisode 18 de Tsunami IA et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour discuter d'intelligence artificielle. Alors comme d'habitude, je vous remercie pour tous les retours que vous avez pu me faire sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai pas reçu de note sur Apple Podcast, donc n'hésitez pas, si vous appréciez le podcast, à laisser une note 5 étoiles, puisque c'est un petit peu cette plateforme qui est mise en avant, qui permet de mettre en avant en tout cas les podcasts. Alors pour ceux aussi qui suivent le compte Instagram tsunam-ia, j'ai posté un petit peu de contenu, notamment un tutoriel sur comment utiliser Midjourney. On en reparlera un petit peu dans l'utilisation de l'IA de la semaine, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous si je poste de temps en temps des petits tutoriels. Si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me faire un retour, comme ça j'essaierai d'en faire un petit peu plus. Je l'ai pas posté sur YouTube, à voir si ce serait pertinent ou pas. Alors après c'est vrai que je l'ai fait au format portrait, donc bon, à voir si ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant sur YouTube. Et d'ailleurs en parlant de YouTube, j'ai constaté que vous êtes de plus en plus aussi à suivre la chaîne Tsunami IA sur YouTube, qui est tout simplement retransmet les podcasts, et c'est vrai que j'étais plutôt étonné puisque je pensais que la majorité des personnes allaient écouter sur les plateformes un peu traditionnelles de podcasts, mais on a quand même à peu près 10-15% de l'audience qui écoute sur YouTube, donc c'est super bien, et puis c'est bien que aussi ça continue de grossir de ce côté-là. Et dernière news, je vais rajouter un petit timestamp dans la description où je vais voir, je crois que c'est possible aussi maintenant d'intégrer dans certaines plateformes de podcasts comme Spotify, mais en tout cas je vais vous rajouter deux petites balises temps pour vous dire quand est-ce que je démarre la partie utilisation de l'IA de la semaine et quand est-ce que je démarre le sujet de la semaine. Comme ça, si jamais la partie news ne vous intéresse pas, vous pourrez passer directement à ces sections du podcast. Et si jamais vous avez envie d'écouter uniquement la partie utilisation de l'IA de la semaine, ou en tout cas directement aller dans le sujet, vous pourrez tout simplement vous déplacer pour aller directement sur ces parties du podcast. Allez, sans plus tarder, on passe aux news de la semaine avec, pour commencer, une première news sur Meta qui renforce sa lutte contre les fausses images générées par intelligence artificielle. Donc en fait, Meta annonce une politique étendue pour marquer les images générées par IA sur Facebook, Instagram et Threads, avec des avertissements sur leur origine artificielle. Leur objectif, c'est de réduire la diffusion de désinformation par des images d'intelligence artificielle trompeuses. Cependant, cette mesure ne couvrira pas tous les contenus générés par intelligence artificielle, puisque en fait, il se base sur des filigrammes numériques pour identifier les images générées notamment par Google, OpenAI et Microsoft, mais tous les outils de génération d'images n'ajoutent pas ces filigrammes, donc forcément, ce sera pas forcément en capacité de détecter tous les types d'images générées par intelligence artificielle, mais c'est un début et je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que ça fait un petit peu suite aussi aux différents scandales qu'il y a pu avoir, notamment avec les deepfakes qui avaient été faits sur Taylor Swift, et je pense que c'est quelque chose qui va s'ajouter aux différents réseaux sociaux, et il y aura d'autres méthodes aussi pour détecter les images générées par intelligence artificielle. On peut utiliser les filigrammes, on peut aussi notamment utiliser les métadonnées, et après on peut tout simplement utiliser des modèles d'intelligence artificielle qui eux sont entraînés pour reconnaître les images générées par intelligence artificielle. Donc même si là on se retrouve avec un peu une lutte entre des modèles d'intelligence artificielle qui essaient de détecter des images générées par d'autres modèles, c'est toujours un petit peu compliqué et ce sera jamais parfait, mais en tout cas ça va permettre, je pense, de faire un gros progrès là-dessus, et c'est quelque chose d'assez essentiel en attendant qu'on ait des systèmes un peu plus robustes. Je pense notamment à des systèmes qui utiliseraient le chiffrement ou la blockchain et qui nous permettraient vraiment de s'assurer que des images n'ont pas été générées par IA ou même modifiées par intelligence artificielle, parce que ça peut être aussi tout simplement des modifications un petit peu plus élaborées que ce qu'on pouvait faire à l'époque avec Photoshop. Est-ce que l'IA va vous aider à trouver votre job de rêve ? C'est la question qu'on va soulever avec la prochaine news qui concerne LinkedIn, qui est en train d'introduire un chatbot IA pour accélérer la recherche d'emploi. En fait, ils lancent une nouvelle fonctionnalité pour leurs utilisateurs premium qui offre une assistante propulsée par l'intelligence artificielle de OpenAI pour faciliter la recherche d'emploi. Donc en fait, le chatbot il va être capable de regarder les informations de votre profil, mais aussi celles de
l'entreprise pour pouvoir répondre à des questions et vous aider sur votre recherche. Il peut par exemple répondre à la question suis-je adapté à ce rôle? Ça va vous aider à mieux cibler vos recherches d'entreprise et puis aussi à obtenir des informations un peu plus concrètes sur l'entreprise qui a posté l'annonce de recherche d'emploi. Donc je pense que c'est des pratiques qu'on va voir apparaître de plus en plus, que ce soit du côté des recruteurs comme du côté des employeurs. L'intelligence artificielle, elle est toujours hyper efficace pour traiter énormément de données, donc on peut très bien imaginer des intelligences artificielles utilisées pour faire du triage de CV par exemple, et de l'autre côté on peut aussi imaginer des intelligences artificielles qui vont vous aider à trouver l'entreprise idéale, ou en tout cas le poste idéal par rapport à vos propres compétences. Donc je suis pas très étonné que LinkedIn mette ce genre de choses en place, d'autant plus qu'avec le partenariat de Microsoft avec OpenAI, c'est quelque chose qui leur permet d'accéder à ChatGPT et donc du coup de bénéficier aussi de la puissance de ce large language model pour ajouter ce genre de fonctionnalités dans leurs outils. Est-ce que vous avez pris le métro londonien entre le mois d'octobre 2022 et le mois de septembre 2023? Eh bien si c'est le cas, vous avez été analysé par l'un des 11 algorithmes de surveillance de comportement et de mouvement et de langage corporel qui a été utilisé dans une des stations du métro londonien. Donc ils ont généré plus de 44 000 alertes avec ces algorithmes. Leur objectif en fait c'est de détecter des comportements qui pourraient être suspects par exemple, ou des personnes qui pourraient aller sur les voies du métro, ou tout simplement des personnes qui frauderaient le métro. Et donc avec ces différents algorithmes, ils ont essayé d'analyser toutes les images des caméras de surveillance qu'il y avait dans la station de métro pour pouvoir justement déterminer ce type de comportement. Alors forcément, ils en ont déduit qu'il y avait des petits problèmes des fois avec certains types de détection, ils avaient pas mal de faux positifs, puisque sur les 44 000 alertes qui ont été générées, il y en a en fait que 19 000 qui ont été communiquées aux personnes avec pas mal de faux positifs. Ils ont également essayé d'affiner le modèle en tout simplement faisant intervenir des policiers qui ont utilisé des armes pour essayer de faire des détections plus précises des armes à feu par exemple, ou des couteaux ou ce genre d'armes, voilà. Donc forcément les experts sont un petit peu inquiets par rapport à la confidentialité qu'il peut y avoir derrière ce genre d'usage, hein. Surtout que les personnes qui ont été filmées par ces caméras de surveillance, je pense qu'elles n'étaient pas forcément toutes au courant du fait qu'elles allaient être utilisées pour derrière entraîner des modèles. Donc voilà, je sais pas si ce genre de choses viendra prochainement aussi également en France, mais c'est vrai que le problème qu'on a avec ces caméras de surveillance, c'est qu'elles peuvent être de très bons candidats pour traiter de la donnée qui va être derrière analysée par des intelligences artificielles pour faire éventuellement de la surveillance. Alors d'un côté, on peut avoir ce genre de situation où ça peut effectivement détecter des situations dangereuses, par exemple quelqu'un qui serait sur les voies du métro, et cette partie-là, je pense que ça posera de problème à personne et c'est assez pertinent. Mais d'un autre côté, on peut aussi faire potentiellement de la reconnaissance faciale derrière, suivre des personnes, et là on va avoir tout un problème de confidentialité et d'éthique qui va se poser derrière. Donc c'est toujours important de surveiller ce genre de sujet, puisque je pense qu'on n'a pas envie derrière que ce type d'usage se puisse s'élargir et qu'on puisse derrière avoir une surveillance de masse possible grâce aux outils d'intelligence artificielle couplés aux caméras de surveillance. Est-ce que vous êtes prêts à essayer le tueur de GPT-4? Bon, on n'en est pas encore sûr vraiment, hein, surtout avec les premiers tests qui en sont ressortis, mais l'IA de Google est enfin disponible. Gemini est disponible. Il y a eu un changement de nom. Vous pouvez oublier Bard qu'on utilisait et qui était déjà accessible. Maintenant, Bard est complètement remplacé par Gemini et vous avez différents modèles de Gemini. Vous avez le Gemini Pro qui est accessible gratuitement via votre compte Google, donc ça c'est plutôt assez utile. Je vous en avais parlé la semaine dernière dans mon utilisation de l'IA de la semaine. C'est super efficace par exemple pour résumer des vidéos YouTube. Je le trouve vraiment hyper pertinent là-dessus. Maintenant, sur le reste des tests, je pense qu'il n'est pas forcément encore tout à fait au niveau d'un GPT-4, mais voilà, c'est intéressant de voir que là on a un vrai concurrent de GPT-4 qui arrive dans la danse avec cette IA de Google qui arrive. Et on a plusieurs fonctionnalités, hein. Donc on a la fonctionnalité Gemini Pro qui est accessible de tout le monde, mais derrière on a aussi le modèle Gemini Ultra qui est le modèle le plus avancé aujourd'hui de Google. Et pour ça en fait vous allez juste avoir besoin de prendre un abonnement qui s'appellera Gemini Advance, qui n'est pas encore disponible en France. Pour l'instant il est disponible dans je crois 100 pays à peu près, mais la France ne fait pas partie de ces pays-là. Si vous voulez l'installer, vous allez être obligé de vous créer un compte Google avec un VPN aux États-Unis ou dans un pays qui dispose de ce Gemini. Il n'est pas encore capable d'ailleurs de parler en français, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont pas encore sorti en France. Vous pouvez réussir à avoir des résultats en français avec, hein, mais on va dire qu'il n'est pas vraiment été pensé pour, donc vous allez avoir des choses qui peuvent être parfois à côté de la plaque. Pour l'instant c'est vraiment un modèle qui fonctionne en anglais, et voilà, il est intégré tout simplement à toute la suite Google Workspace.
Donc ils ont fait un abonnement supplémentaire avec 2 mois gratuits où vous avez accès à Gemini Pro. Je crois que c'est $20 l'accès, et ça a un peu intégré à toute la suite que vous pouvez avoir avec Google, donc Google Docs, Google Sheets, etc. Avec de l'espace sur votre Google Drive, etc. Ils sont en train de tout intégrer. Ils ont déjà 100 millions d'abonnés sur leurs fonctionnalités Google One, donc toutes les fonctionnalités dont je viens de parler. Et bon, là, avec cet ajout de Gemini, ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est de vraiment concurrencer OpenAI et d'avoir de plus en plus d'adopteurs de leur propre intelligence artificielle via leur offre intégrée, où vous avez à la fois accès aux différentes fonctionnalités de Google Docs et autres, de l'espace sur votre Google Drive, et aussi les fonctionnalités d'intelligence artificielle apportées par Gemini Advanced, qui tourne donc sur le modèle Gemini Pro. Écoutez, j'ai pas pu tester le modèle Gemini Advanced, je me suis juste contenté de tester le modèle Gemini Pro. J'en avais d'ailleurs parlé un petit peu la semaine dernière, puisqu'on parlait un peu de génération d'images. Bon, pour l'instant, en tout cas, des différents retours qu'on peut en trouver sur Internet, il fonctionne assez bien, il est surtout très rapide, bien plus rapide que GPT-4, mais a priori, pour l'instant, il est quand même encore un petit peu un cran en dessous. Donc voilà, on n'a pas encore le même niveau de performance que celui qu'on peut avoir avec OpenAI, mais ces choses-là peuvent évoluer très 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 vite. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu comment ce modèle va se diffuser. En tout cas, oubliez Bard. De toute façon, je pense que c'était pas un nom hyper convaincant. Maintenant, on passe à Gemini. D'après Microsoft, nous allons rentrer dans une nouvelle ère du PC avec le PC IA qui va intégrer des nouvelles fonctionnalités dédiées au calcul des intelligences artificielles. Il y a de nouveaux processeurs qui sont proposés par les 2 grands leaders du domaine, Intel et AMD, qui vont maintenant proposer des unités de traitement dédiées à l'intelligence artificielle qui s'appellent des NPU, des unités de traitement neuronales. Un petit peu comme on a pu le voir il y a déjà pas mal d'années avec l'apparition des GPU qui étaient dédiés au graphisme et à l'accélération 3D. Bon là, on va avoir quelque chose de similaire, mais dédié au calcul d'intelligence artificielle lié au calcul neuronal. Et d'ailleurs, selon Intel, ça pourrait leur permettre notamment d'économiser jusqu'à 30 à 50% sur la consommation de leurs processeurs grâce à ce genre d'optimisation où des tâches seraient du coup relayées à ce NPU qui serait du coup bien plus efficace pour effectuer certains types de calculs liés à l'intelligence artificielle. Donc si vous avez planifié d'acheter un ordinateur prochainement, je vous conseille de regarder un petit peu ça et d'essayer de prendre un modèle qui intègre ces derniers CPU, puisque je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé, et c'est le genre de changement où vous allez vraiment pouvoir avoir un gain en performance si vous avez ce genre de processeur dédié, contrairement aux ordinateurs actuels ou à des modèles un peu plus anciens où vous n'aurez pas la capacité d'avoir ce type de processeur dédié. On va parler maintenant de l'adoption de l'AI Act par l'Union européenne, un équilibre entre innovation et sécurité. Le 2 février, à Bruxelles, les 27 États membres de l'Union européenne ont unanimement approuvé l'IA Act, une réglementation pionnière proposée par Thierry Breton en 2021, visant à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette adoption marque un moment historique, étant le premier règlement au monde à chercher un équilibre entre la promotion de l'innovation et la garantie de la sécurité dans le domaine de l'IA. Il y a eu forcément des tensions et des compromis liés à cette adoption, et des discussions qui ont révélé une division entre les innovateurs, tels que la France par exemple, qui cherchent à développer un modèle concurrentiel d'IA générative à l'échelle mondiale, et les régulateurs préoccupés par les implications en matière de droit d'auteur et de protection des données. Après plus de 30 heures de négociations et malgré la pression de certaines startups comme Mistral AI, la France a dû accepter le texte tout en obtenant des concessions importantes. Dans cet acte, il y a quelques mesures clés comme la transparence. Les entreprises doivent notamment fournir un résumé des données utilisées pour entraîner les IA génératives, permettant ainsi aux créateurs de contenu de vérifier l'utilisation de leurs œuvres et de demander compensation si nécessaire. On a eu aussi une mesure sur la protection des secrets des affaires, une clause qui a été ajoutée pour modérer l'exigence de transparence répondant aux préoccupations des entreprises concernant la divulgation d'informations sensibles qui pourraient avantager la concurrence, et une réglementation aussi avec une révision régulière sur le texte qui prévoit des ajustements périodiques pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux enjeux du marché. Bien que perçue comme une contrainte à court terme, pour les fervents supporters de l'innovation sans entrave, l'IA Act pourrait à long terme favoriser un environnement plus sûr et équitable pour le développement de l'IA en Europe, en introduisant des normes de transparence et de responsabilité. L'UE espère non seulement protéger les droits des individus et des créateurs, mais aussi encourager une croissance durable du secteur de l'IA.
Donc l'IA Act entrera en vigueur en 2025, donnant aux États membres et aux entreprises le temps de s'adapter à ces nouvelles règles. Ce règlement illustre la volonté de l'Europe de prendre une position de leader dans la régulation éthique de l'intelligence artificielle, naviguant entre les impératifs d'innovation technologique et la nécessité de protéger solidement les citoyens et les créateurs de contenu. Donc effectivement, quand on voit toutes les innovations que l'IA peut apporter, je pense que ça fait sens de regarder comment tout ça peut être aussi régulé. Donc on verra un petit peu comment tout sera appliqué d'ici 2025, mais voilà, c'est quand même assez pertinent, je pense, que les États s'intéressent à ce sujet et qu'on ait quand même des contraintes, puisque effectivement, typiquement sur la partie vie privée ou analyse comportementale, c'est important d'avoir des régulations sur ce genre d'usage de l'intelligence artificielle. Donc ensuite, news plutôt économique, on a Capgemini qui a annoncé un partenariat avec Mistral AI, donc la startup qui crée des large language models dont on a déjà parlé dans les précédents épisodes. Et donc l'objectif de ce partenariat, c'est d'enrichir l'offre d'intelligence artificielle de Capgemini pour ses clients en intégrant des modèles d'IA avancés développés par Mistral AI. Ce partenariat souligne l'engagement de Capgemini dans le domaine de l'IA et je pense que c'est un partenariat qui fait sens puisque Capgemini va pouvoir intégrer des large language models développés par Mistral AI chez ses clients. L'avantage, c'est que Mistral fait des modèles qui sont open source. Bon, ils ont aussi leur modèle à eux qui est fermé, mais avec un modèle open source, on peut aussi très facilement s'adapter aux besoins du client, utiliser les propres données du client et surtout le faire tourner sur l'infrastructure du client. Donc ça permet de s'assurer une certaine confidentialité des données. Donc je pense qu'il va y avoir de nombreuses entreprises qui vont s'intéresser à ce partenariat et pour lesquelles ce sera très pertinent d'intégrer des modèles de Mistral qui sont potentiellement open source à leurs fonctionnalités ou même de travailler avec les modèles de Mistral un peu plus avancés qui eux du coup ne sont pas encore disponibles de façon open source. Et toujours dans les partenariats, on a l'entreprise française Hawkin qui va faire un partenariat avec AWS, donc Amazon. Hawkin, c'est une entreprise qui a été fondée en 2016 par un médecin chercheur clinicien et par un chercheur en machine learning en biologie. Cette jeune startup est un peu pionnière dans le domaine de la santé et elle s'associe avec Amazon Web Services, donc AWS, pour améliorer la découverte de médicaments, accélérer les essais cliniques et avancer les diagnostics via l'IA générative. Cette collaboration vise à tirer parti des capacités de calcul intensif et des services cloud d'AWS pour développer des outils de diagnostic et identifier de nouveaux traitements plus efficaces. Donc un petit peu comme on a pu voir des partenariats entre Microsoft et OpenAI. Aujourd'hui, pour faire avancer l'intelligence artificielle, c'est important d'avoir des grosses infrastructures et d'avoir des serveurs capables de faire des calculs pour améliorer les modèles. Et donc on a OpenAI qui utilise un petit peu l'infrastructure de Microsoft pour ChatGPT. Et là, de façon similaire, on va avoir cette société Hawkin qui va utiliser l'infrastructure d'Amazon pour améliorer ses modèles dans le domaine de la médecine. Ensuite, on passe en Allemagne avec des chercheurs qui ont développé un système de machine learning capable de formuler des théories scientifiques avancées évoquant la méthode de raisonnement d'Albert Einstein. L'idée, c'est que le système recrée virtuellement la démarche de grands scientifiques qui, à partir d'observations isolées, ont établi des théories universelles régissant des phénomènes naturels. Cette méthode pourrait permettre à l'IA de découvrir des théories et des relations inaccessibles à l'intellect humain, ouvrant des perspectives nouvelles dans toutes les branches de la science. Donc voilà, on n'a pas besoin d'attendre que l'intelligence artificielle générale arrive pour faire des grandes avancées scientifiques grâce à l'IA, puisque avec ce genre de modèles qui seront vraiment entraînés sur des principes très spécifiques, on va pouvoir sûrement faire des grandes avancées. Donc on verra si ces chercheurs scientifiques arrivent à obtenir des résultats d'ici les prochains mois ou années. Ensuite, on va parler un petit peu d'objets tech. Donc la semaine dernière, on avait la sortie de l'Apple Vision Pro, et cette semaine, moi je voudrais vous parler d'un nouveau objet connecté qui a été annoncé. Ce sont les lunettes intelligentes Frame développées par Brilliant Labs et qui promettent d'apporter des super pouvoirs grâce à l'intelligence artificielle. Donc comment ça fonctionne exactement ? Donc c'est des lunettes qui vont intégrer des fonctionnalités comme la reconnaissance vocale, qui vont intégrer aussi de l'affichage directement sur la lentille de la lunette. Alors ce sera un affichage assez limité, ce sera un affichage de 640 par 400 pixels, donc c'est pas énorme en termes de résolution. L'idée c'est plutôt, je pense, d'afficher du texte ou quelques images vraiment basiques. Et en plus cet affichage il sera seulement sur un rayon de 20 degrés, donc ce sera vraiment assez central dans votre vision. Mais par contre l'avantage c'est que ça ressemble vraiment à des lunettes, c'est pas des lunettes qui c'est pas un casque, c'est pas quelque chose de gros, et que ce sera du coup connecté à différents modèles d'intelligence artificielle, notamment au modèle de OpenAI. Et donc l'idée c'est que ça vous permette d'avoir une interface un peu plus directe pour vous connecter à des outils qui eux feront les calculs derrière. Donc si ça se connecte derrière au serveur d'OpenAI pour faire de la reconnaissance d'image par exemple avec Vision, ça va vous permettre de par exemple trouver un objet et se dire tiens,
tiens, est-ce que tu pourrais me comparer le prix sur un autre site internet, hein. Donc je sais pas, vous êtes en train de faire les boutiques, vous voyez une paire de chaussures, vous montrez la paire de chaussures à ses lunettes et derrière vous lui dites est-ce que tu trouves un site internet où ces chaussures sont par exemple moins chères. Vous pourrez avoir un usage un peu quotidien de l'intelligence artificielle grâce à ces lunettes. On verra un petit peu ce que ça dit. Moi je trouve ça assez intéressant dans le sens où ça ressemble vraiment à des lunettes et je pense que vu que ça ressemble à des lunettes, on aura beaucoup moins de contraintes à les utiliser. Parce que c'est vrai que l'aspect casque, c'est quand même un petit peu compliqué. On a vu des vidéos un petit peu circuler là sur les réseaux sociaux de personnes en train d'utiliser leur Apple Vision Pro un petit peu partout. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore très étrange à regarder, mais avec ce type d'interface, des lunettes qui sont un peu plus simples et bien plus intégrées, je pense qu'on pourra avoir des résultats assez intéressants, même si forcément elles ne peuvent pas adopter autant de technologie que celles qu'on peut avoir dans un casque, puisque c'est des petites lunettes, la batterie est petite, donc même en termes de puissance de calcul, il y aura quasiment rien dans ces lunettes. Donc tout est déporté derrière sur les serveurs d'OpenAI. Mais c'est intéressant de voir que on a ce genre de choses qui arrivent. C'est annoncé pour avril et annoncé à un prix de $349. Alors on en parlait dans les précédents épisodes, les deepfakes peuvent être extrêmement dangereux et utilisés par les arnaqueurs, et on a eu le premier cas concret de reporté puisqu'il y a eu une arnaque sophistiquée qui a utilisé cette technologie de deepfake pour imiter le directeur financier d'une entreprise et d'autres employés, qui a entraîné une perte financière pour l'entreprise de 200 millions de dollars hongkongais, puisque c'est une entreprise basée à Hong Kong qui s'est fait arnaquer. C'est l'équivalent de 25 millions de dollars. Les escrocs ont utilisé l'IA pour créer des vidéos et des enregistrements audio très convaincants du personnel de l'entreprise, et la victime a reçu une instruction via un message de phishing et un appel vidéo factice d'effectuer 15 transferts vers 5 comptes bancaires différents à Hong Kong. La police de Hong Kong enquête sur cette affaire, mais pour l'instant, aucune arrestation n'a encore été effectuée. Cet incident met en lumière la sophistication croissante des arnaques utilisant la technologie de l'IA, soulevant des inquiétudes quant à la capacité des individus et des organisations à distinguer le contenu réel du contenu fabriqué. Cela fait suite à d'autres incidents où l'audio deepfake a été utilisé pour usurper l'identité d'individus à des fins frauduleuses. Donc c'était sûr que ce genre de pratique allait arriver. Les deepfakes sont maintenant très faciles d'accès et forcément, je pense qu'on va avoir ce genre d'usage où des arnaqueurs montent des arnaques assez élaborées. C'est des choses qui existaient déjà avant l'ère de l'intelligence artificielle, via des phishing, via du renseignement et des appels assez bien placés, avec l'arnaque au président, dont pas mal d'entreprises françaises d'ailleurs ont été victimes. Et donc là, on voit que ce genre d'arnaques sont en train de s'améliorer et de devenir encore plus pertinentes. Et donc il va falloir s'en méfier, et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il va falloir très rapidement avoir des outils de vérification qui se basent sur le chiffrement par exemple, ou sur la blockchain, pour pouvoir sécuriser ces appels, pour pouvoir sécuriser ces transmissions et pour pouvoir surtout authentifier du contenu et s'assurer que quand on a un appel, que quand on voit une vidéo, c'est bien la personne qui nous appelle, c'est bien la bonne source et que ce n'est pas quelque chose qui aurait été généré par une intelligence artificielle. Ensuite, on a Disney qui est actuellement en train de tester un nouvel outil publicitaire pour ses services de streaming nommé Magic World, qui utilise l'intelligence artificielle pour associer les publicités à des scènes appropriées dans ses films ou ses séries. Magic World analyse et étiquette les scènes dans la bibliothèque de Disney pour identifier le contenu, les marques et les images et l'ambiance, et cela permet aux marques de personnaliser leur message en fonction du contexte, offrant une publicité plus ciblée sur Disney+ et sur Hulu. Donc on va voir un petit peu comment ce genre de choses se développe, mais je pense que l'intelligence artificielle va être de plus en plus utilisée dans le marketing et dans la publicité, et c'est vrai que on avait déjà parlé de la publicité de Audi qui avait utilisé la neige sur sa publicité puis sur les publicités suivantes, et qui avait transformé les publicités en ajoutant de la neige via un outil d'intelligence artificielle. Là on pourrait très bien voir des systèmes similaires qui permettent d'adapter la publicité avec le contenu que vous regardez. Donc je sais pas, imaginez vous regardez un film de Disney, vous regardez Le Monde de Nemo, et la publicité qui sort derrière, elle se passe dans l'eau par exemple, et elle a un contexte un petit peu qui est changé. Tout ça pour s'assurer que vous gardez bien votre attention lorsque vous regardez la publicité, et pour créer un peu moins de coupures et de friction. Et je pense que c'est des choses que les équipes de marketing et de publicité vont vraiment essayer de mettre en place, puisque ça va leur permettre d'avoir des publicités qui seront plus impactantes et plus regardées.
Et voilà, on en a terminé avec les news et maintenant je voudrais passer à l'IA de la semaine. Et cette semaine, j'ai pas mal de choses à vous raconter puisque j'ai pu utiliser beaucoup de choses différentes. Donc la première, c'est le modèle Mixtral 8X7B. Donc le modèle Mixtral 8X7B, c'est quoi? C'est un modèle open source proposé par la société française Mistral et il est assez impressionnant. En fait, c'est un modèle, quand on appelle ça 8X7B, c'est qu'il y a 8 sous-modèles et ces petits modèles en fait sont 7B, c'est la taille des modèles. Donc ça te permet de faire travailler 8 modèles avec des expertises un petit peu différentes ensemble pour avoir des performances assez impressionnantes. Il a en gros un niveau équivalent à celui de ChatGPT 3.5 Turbo. Donc on peut vraiment faire des choses assez pertinentes avec, et contrairement à des modèles plus gros comme Llama 70B par exemple, qui lui est un modèle bien plus conséquent, il peut tourner sur des machines plus petites. Donc moi je l'ai testé sur mon MacBook avec 32 Go de RAM, c'est un petit peu insuffisant pour le faire fonctionner correctement sur le GPU, même s'il y a des techniques pour y arriver, mais en gros concrètement ce qu'il faut se dire c'est qu'on commence maintenant à avoir des modèles qui peuvent tourner sur un ordinateur en local et qui permettent d'avoir des rendus assez pertinents. Et ça forcément gratuitement puisque le modèle est entièrement open source, et donc ça veut dire aussi que derrière que la communauté peut modifier son modèle et le customiser en quelque sorte, et on peut donc du coup avoir des modèles qui sont un peu plus entraînés à faire certaines choses ou non. Si ce genre de choses vous intéresse, moi je vous conseille d'aller sur le site Hugging Face, qui est un petit peu le gros site de la communauté des large language models et globalement de la communauté de l'intelligence artificielle en open source. Et sur ce site Hugging Face, je vous mettrai le lien dans la description, vous avez accès à un chat, un petit peu comme ChatGPT. Sur ce chat, vous pourrez tester différents modèles open source, et notamment ce fameux Mixtral 8X7B, et c'est surtout un accès gratuit à tout ça, donc je vous recommande de le regarder, enfin en tout cas d'aller l'essayer et le tester, et puis derrière, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez regarder un petit peu comment l'installer sur votre machine ou l'installer sur un serveur, voilà, même s'il faut quand même une machine assez puissante pour pouvoir faire tourner ce genre de modèle, donc voilà, si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez déjà le tester gratuitement sur ce site. Attention quand même toujours, ça a beau être une plateforme qui travaille avec de l'open source, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire avec les données derrière, donc faites quand même toujours attention à ne pas envoyer des données trop confidentielles sur ce genre d'outils qui sont à disposition gratuitement, puisque généralement les données sont réutilisées derrière pour au moins réentraîner le modèle. Alors ensuite j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle Caption, qui est un peu un concurrent de Submagic. Donc Submagic, vous en avez parlé la semaine dernière, c'est ce que j'avais utilisé pour faire les sous-titres sur mes réels, et là j'ai utilisé un outil un peu différent qui s'appelle Caption, puisque Submagic il est limité à 90 secondes maximum par réel. Là, Caption, ça vous permet de faire du sous-titrage de vidéos, pas uniquement des réels d'ailleurs, qui peut aller, qui a pas de limite de temps. Donc du coup, moi j'ai pu faire le tutoriel sur Midjourney qui dure un peu plus de 3 minutes, j'ai pu le faire sous-titrer avec Caption. Ça fonctionne très bien, ça intègre un petit peu moins de fonctionnalités que Submagic. Vous n'avez pas par exemple le système d'image que vous pouvez intégrer dans la vidéo, vous n'avez pas non plus le système d'emoji automatique, mais bon, ça fait le boulot, ça vous fait un sous-titrage qui fonctionne très bien, donc voilà, je vous recommande d'aller jeter un petit œil si ce genre d'usage peut vous être utile. Ensuite, pour revenir sur le tutoriel que j'ai fait sur l'utilisation de Midjourney, concrètement Midjourney aujourd'hui c'est devenu payant, c'est le truc qui fait que pas mal de personnes ont un peu du mal à comprendre comment l'installation fonctionne, c'est parce que tout simplement rejoindre le serveur de Midjourney sur Discord ne suffit plus, il faut surtout prendre votre abonnement, et le prix de départ c'est $10 il me semble par mois, donc voilà, vous allez être obligé de devoir payer si vous voulez accéder à Midjourney. Mais j'ai aussi du coup profité de ce tutoriel pour vous parler d'autres possibilités de génération d'images. L'une des possibilités principales, c'est Stable Diffusion, qui est un modèle open source qui est spécialisé dans la génération d'images, et là encore vous pouvez via Hugging Face accéder à des démonstrations de ce modèle. Ça va prendre un petit peu plus de temps que de générer du texte avec le modèle de chat que Hugging Face a mis en place, mais ça va vous permettre de générer une image en quelques secondes, et de tester différents modèles de Stable Diffusion, différents aussi fine-tuning, puisque le modèle Stable Diffusion, il peut être entraîné à faire certains styles d'images. Donc par exemple, vous pouvez avoir un Stable Diffusion qui est spécialisé dans la génération d'images qui ressemblent à des cartoons, ou d'images qui ressemblent à des mangas, ou d'images qui sont photoréalistes. Vous pouvez choisir votre sous-modèle spécifique qui a été entraîné par la communauté pour derrière générer vos images, et ça vous pouvez le tester gratuitement, même si l'objectif derrière c'est plutôt de l'installer sur votre machine ou sur un serveur pour pouvoir générer vos images. En tout cas, ça vous donne déjà la capacité de générer des images gratuitement, de tester un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Je vous
vous mettrai pareil un lien dans la description vers une liste de différents modèles que vous pouvez tester. Et toujours dans le thème d'ailleurs de la génération d'images, parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse pas mal de monde, vous pouvez maintenant aussi générer des images via Copilot de Microsoft. Donc pour ça, c'est très simple, vous allez sur copilot.microsoft.com et là vous allez pouvoir générer 30 images gratuitement avec votre compte Microsoft. Alors je sais pas si c'est 30 images par jour ou si ça se régénère ou autre, mais en tout cas voilà, vous allez pouvoir avoir accès à DALL-E 3, hein. Derrière c'est l'équivalent de DALL-E 3 de ChatGPT, hein, de OpenAI qui tourne. Vous allez pouvoir générer des images sans avoir à payer, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez essayer ça aussi. Et pareil, hein, il y a maintenant le modèle Gemini de Google qui vous permet aussi de faire de la génération d'images. Alors cette semaine j'ai pas testé si maintenant il marchait en français. La dernière fois quand j'avais fait mes tests avec la version Gemini Pro qui est accessible gratuitement avec votre compte Google, j'ai été obligé d'utiliser un VPN pour lui faire générer des images, à voir si maintenant c'est quelque chose de débloqué. Mais voilà, en tout cas on commence à avoir des modèles de génération d'images qui sont disponibles gratuitement et qui fonctionnent plutôt bien, même si pour moi le leader aujourd'hui ça reste Midjourney qui permet d'avoir le rendu je trouve le plus sophistiqué. Mais voilà, pour l'instant Midjourney il est accessible uniquement via un système d'abonnement. Maintenant, on va passer au sujet de la semaine, et cette semaine, j'aimerais vous parler de pourquoi l'intelligence artificielle va être capable de mieux vous connaître que n'importe qui d'autre. Et pour ça, j'aimerais d'abord vous parler d'une étude qui a été faite, qui explorait en fait la capacité des ordinateurs à juger la personnalité des individus en se basant sur leur empreinte digitale, telles que les j'aime par exemple qu'ils pouvaient faire sur des réseaux sociaux comme Facebook. L'étude, elle a été faite sur plus de 86 000 volontaires en comparant en fait les réponses d'un questionnaire de personnalité et en comparant ce que pouvaient déterminer les ordinateurs face à des membres de la famille ou des proches de la personne. Et donc les ordinateurs ont montré une plus grande exactitude que les proches des personnes sur ce questionnaire de personnalité. Les modèles informatiques qui ont été utilisés peuvent prédire des traits de personnalité et même certains aspects de la vie des gens, comme leur attitude politique ou leur santé physique, mieux que les auto-évaluations des personnes elles-mêmes. Donc ça c'est hyper intéressant. Il y a eu une phase dans la recherche où ils ont fait des questionnaires auto-évalués et au final il se trouve que le modèle informatique était capable de faire une évaluation plus précise que les auto-évaluations des personnes. Et comment on sait ça ? Tout simplement ça a été vérifié après avec les comportements dans la vie. Donc cette capacité des ordinateurs soulève des opportunités et des défis, notamment en termes d'évaluation psychologique, de marketing, de vie privée et de décisions importantes dans la vie des gens, comme le choix d'un partenaire romantique par exemple. Cependant, elle pose également des questions sur la manipulation et l'influence possible des individus. Et donc voilà, je voulais un petit peu vous résumer cette première recherche avant de commencer le sujet, parce que je trouve que déjà il y a quelque chose d'intéressant. À votre avis, de quand date cette recherche ? Et en fait, elle date de 2015. Donc 2015, elle a presque 10 ans cette recherche. Elle date d'ailleurs d'une époque où on parlait d'algorithme plutôt que d'intelligence artificielle. C'est vrai que maintenant on met le mot IA partout, mais en fait à l'époque on appelait ça des algorithmes. On utilisait d'ailleurs le terme algorithme de machine learning, qui est du coup une des méthodes utilisées pour justement améliorer un algorithme. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on a complètement remplacé ce mot par le mot intelligence artificielle. Donc c'est assez intéressant de voir comment certains buzzwords peuvent être mis en avant. Et c'est vrai que il y a de ça quelques années, le buzzword c'était plutôt le machine learning. C'est vrai que les algorithmes, le machine learning, on parlait de l'algorithme de YouTube, l'algorithme des réseaux sociaux, de Facebook, etc. C'était vraiment très mis en avant. Maintenant, tout ça, c'est complètement balayé et remplacé par l'intelligence artificielle. Mais au fond, on parle toujours de la même chose. Salut Josh, maintenant j'aimerais parler avec toi de cet article un petit peu plus en profondeur. Donc on voit que l'IA est capable de déterminer notre caractère. Donc moi j'aimerais te poser la question de est-ce que l'IA ne va pas être capable tout simplement de mieux nous connaître que quiconque, voire même mieux nous connaître que nous-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? L'idée que l'intelligence artificielle, IA, à travers l'analyse de nos empreintes digitales sociales, pourrait nous connaître mieux que nous-mêmes ou que quiconque, soulève à la fois de l'enthousiasme et de l'inquiétude. D'une part, cette capacité d'IA, comme celle démontrée par l'étude de Wu Yuyu et 16 collègues, offre un aperçu de la façon dont la technologie peut améliorer notre compréhension des comportements humains et des traits de personnalité à partir de données apparemment banales, comme nos interactions sur les réseaux sociaux. L'exactitude avec laquelle ces systèmes peuvent prédire des traits de personnalité suggère que, en effet, l'IA pourrait atteindre une compréhension de nos préférences, de nos désirs et de nos comportements qui dépassent celles de nos proches, et même notre propre introspection. Cela est dû à la capacité de l'IA de traiter et d'analyser de grandes quantités de données de manière objective et sans les biais cognitifs qui affectent souvent le jugement humain.
Cependant, cette idée soulève également des questions importantes sur la vie privée et le consentement. Si l'IA peut nous connaître si intimement, quel contrôle avons-nous sur cette connaissance? Qui a accès à ces données et comment sont-elles utilisées? Il y a un risque réel que ces informations soient utilisées à des fins de manipulation ou de surveillance sans notre consentement explicite. En outre, il y a la question de l'identité et de l'autonomie. Si nous commençons à dépendre des IA pour nous dire qui nous sommes ou ce que nous voulons, risquons-nous de perdre une partie de notre capacité à nous définir et à prendre des décisions indépendantes? La compréhension de soi est un processus profondément personnel et subjectif, influencé par nos expériences, nos réflexions et nos émotions. Une analyse algorithmique, aussi avancée soit-elle, peut-elle vraiment capturer l'essence de ce qui nous rend uniques? Alors avant de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet, j'aimerais revenir sur cet article et là encore on voit la puissance que l'intelligence artificielle peut avoir lorsqu'on lui donne suffisamment de données. C'est vrai que des interactions assez banales qu'on pourrait avoir sur les réseaux sociaux comme liker une image nous paraissent être très peu indicatives de notre personnalité, mais en fait quand on en a suffisamment, on peut réussir à vraiment profiler les personnes et à avoir un résultat qui est très très précis. Et ça encore une fois, c'est une étude qui datait de 2015, donc imaginez un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'avancée qu'on a eue sur les différents modèles, et puis tout simplement aussi la popularisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui ils sont encore plus utilisés qu'il y a 10 ans. On a Meta qui a attiré plus de 3 milliards d'utilisateurs sur le dernier trimestre 2023, donc ça vous donne une idée de la quantité d'informations qu'ils peuvent récupérer sur tout le monde. Et ce qui est important après derrière, c'est qu'avec toutes ces données on peut recouper les choses, et donc on peut réussir à profiler les personnes de façon très précise de par ce qu'elles aiment, mais aussi de par ce que les personnes qui les entourent aiment. Et donc voilà, on peut aller très très loin dans l'analyse, et c'est vrai que derrière ça, la capacité d'analyse des intelligences artificielles va permettre de pouvoir vraiment mieux comprendre la personnalité de chaque personne. Donc Josh, si je comprends bien, on voit que ça devient vraiment efficace maintenant de pouvoir analyser une personne et la profiler grâce à ces données et aux données qu'on obtient via les réseaux sociaux. Donc maintenant, moi j'aimerais qu'on imagine qu'est-ce qui pourrait se passer si grâce à tout ça, on obtient des intelligences artificielles qui sont capables de mieux connaître les personnes qu'elles-mêmes, et que tous ces autres proches, qu'est-ce qui pourrait apparaître en fait en termes d'usage dans la société si on avait ce type d'intelligence artificielle qui serait capable de nous connaître mieux que nous-mêmes. Si l'on imagine un futur où l'intelligence artificielle, IA, peut connaître une personne mieux que ses proches, voire mieux que la personne ne se connaît elle-même, plusieurs usages et implications sociétaux émergent. Seize Technology pourrait transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de la manière dont nous interagissons avec les technologies à la façon dont nous prenons des décisions personnelles et professionnelles. Voici quelques domaines d'usage potentiel. Santé mentale et bien-être. Des IA capables de détecter des nuances dans notre comportement pourraient identifier des signes précoces de conditions telles que la dépression ou l'anxiété, souvent avant que nous en soyons pleinement conscients. Elles pourraient proposer des interventions personnalisées comme des exercices de bien-être ou des recommandations pour consulter un professionnel de santé. Relations et interactions sociales. Des systèmes IA pourraient aider à améliorer les relations en fournissant des conseils personnalisés basés sur la compréhension des traits de personnalité, des besoins émotionnels et des préférences de communication. Cela pourrait aider à résoudre les malentendus ou à renforcer les liens entre les individus. Éducation et développement personnel. Dans le domaine de l'éducation, des IA pourraient offrir des parcours d'apprentissage personnalisés qui s'adaptent non seulement au niveau de compétences de l'élève, mais aussi à sa personnalité, à ses intérêts et à ses méthodes d'apprentissage préférées, potentiellement augmentant l'engagement et l'efficacité de l'apprentissage. Recrutement et gestion des carrières. Les employeurs pourraient utiliser l'IA pour mieux comprendre les candidats et les employés, allant au-delà des compétences techniques pour évaluer l'adéquation culturelle, la motivation et le potentiel de leadership. Cela pourrait conduire à des placements plus précis, améliorant la satisfaction au travail et la productivité. Marketing et publicité.
Avec une compréhension approfondie des préférences et comportements des consommateurs, les entreprises pourraient personnaliser les messages publicitaires et les offres de produits de manière extrêmement ciblée, augmentant l'efficacité du marketing tout en réduisant le spam et les perturbations pour les consommateurs. Développement de produits et services. Les produits et services pourraient être conçus ou adaptés pour répondre aux besoins et désirs spécifiques des individus en se basant sur une compréhension profonde de leur personnalité. Cela pourrait aller des applications de fitness personnalisées aux assistants numériques qui s'adaptent à nos humeurs et préférences. Vie privée et éthique. L'augmentation de la capacité des IA à nous connaître intimement soulève des questions éthiques et des préoccupations en matière de vie privée. Comment ces données sont-elles collectées et utilisées? Qui a accès à ces informations et comment sont-elles protégées? Il est crucial que le développement et l'application de telles technologies soient guidés par des cadres éthiques stricts et des réglementations pour protéger les droits individuels. En résumé, l'avènement d'IA, capable de nous connaître mieux que nous-mêmes, offre des possibilités transformatrices pour la société, mais il exige également une réflexion approfondie sur les implications éthiques, la sécurité des données et la gouvernance pour s'assurer que ces technologies servent le bien-être général et respectent notre autonomie et notre vie privée. Donc c'est vrai effectivement que comme Josh l'évoque, si demain on arrive à avoir des modèles d'intelligence artificielle qui nous connaissent mieux que nous-mêmes, ça va permettre de personnaliser énormément de choses. Ça va permettre de personnaliser des conseils sur la santé par exemple. On pourrait avec des informations savoir un petit peu comment aider la personne sur les problèmes de santé qu'elle pourrait avoir vis-à-vis de ses comportements. On pourrait même imaginer des informations qui rajouteraient le patrimoine génétique de la personne, puisque aujourd'hui c'est devenu assez peu cher de faire un test génétique. Et d'ailleurs il faut pas oublier que quand vous faites ce type de test, il y a pas mal de sites internet qui proposent ce type de test, techniquement, vous donnez une copie de tout votre patrimoine génétique à une entreprise privée. Donc voilà, je sais pas si vous êtes à l'aise avec ça ou pas, mais c'est le genre de choses avec lesquelles on peut tirer beaucoup d'informations. On pourrait trouver des maladies spécifiques, votre potentielle capacité à attraper certaines maladies, à avoir certains soucis de santé. Ça d'ailleurs une information, je pense qu'on n'aimerait pas qu'elle se retrouve dans les mains d'une assurance. Typiquement, imaginez si une assurance avait une copie de votre patrimoine génétique, elle pourrait dire votre franchise d'assurance va augmenter car vous avez 80% de chances d'être diabétique passé 70 ans. Imaginez ce genre de choses-là, ça donnera pas vraiment envie. Mais c'est vrai que si on est plus sur l'aspect prévention et conseil, ça peut être très pertinent d'avoir une intelligence artificielle qui nous connaît très bien et qui pourra du coup nous aider à avoir une bonne santé grâce à ses conseils et voilà, grâce à justement les données qu'elle a sur nous. On peut imaginer plein de personnalisations possibles sur l'aspect éducation aussi. On en avait déjà parlé dans l'épisode qui parlait de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Je pense que c'est hyper pertinent de pouvoir avoir une intelligence artificielle qui nous aide à apprendre selon notre propre facilité entre guillemets. Si on a des facilités pour certains styles d'apprentissage, l'intelligence artificielle va pouvoir utiliser ces informations pour pouvoir nous donner un contenu et nous aider à apprendre dans le meilleur contexte possible et d'avoir une expérience très personnalisée, contrairement à ce qu'on peut avoir dans les formations et dans les écoles aujourd'hui. Sur l'aspect marketing, comme on en a parlé dans la partie news, effectivement l'intelligence artificielle peut aider à personnaliser les publicités, et donc c'est vrai que là c'est plutôt négatif, j'ai envie de dire, mais malheureusement on va avoir des publicités qui vont être de plus en plus ciblées et pertinentes. Alors après ça peut être aussi une bonne chose en soi, puisque ça peut nous aider parfois à avoir le bon produit au bon moment, mais c'est vrai que c'est jamais agréable en tout cas de savoir que des entreprises de marketing vont pouvoir un petit peu rentrer dans nos têtes et vont pouvoir nous faire des publicités ultra ciblées qui vont arriver au bon moment, de la bonne façon, qu'on va pouvoir apprécier. Et ça me rappelle un petit peu le tout premier épisode qu'on avait fait où je parlais des deepfakes de grands acteurs. Imaginez un grand acteur qui va pouvoir vous faire un message personnalisé juste après que vous ayez regardé un film sur lui par exemple. Vous regardez le film, juste derrière vous avez une publicité où l'acteur continue de vous parler et vous fait une publicité sur je sais pas moi, une salle de sport qui vient d'ouvrir en bas parce que justement votre assistant IA vous a dit que ce serait pas mal de vous remettre au sport car ça réduirait vos risques de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, imaginez un petit peu ce genre de scénario, on pourrait aller vraiment loin et c'est vrai que là on rentre dans quelque chose où je sais pas si c'est vraiment quelque chose d'enviable ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui va être rendu possible par la technologie de l'intelligence artificielle.
Forcément, derrière tout ça, on va avoir des gros soucis, enfin en tout cas des gros questionnements en termes de vie privée et d'éthique, puisque si l'intelligence artificielle se retrouve à mieux nous connaître que nous et qu'elle est accessible d'autres personnes, est-ce qu'on a envie qu'une entreprise privée se retrouve à avoir un profil qui lui permet en tout cas de savoir si elle nous connaît mieux que nous ou pas. Alors une des choses que j'ai pas précisé dans l'étude sur laquelle le sujet se base un petit peu, c'est que les personnes étaient volontaires et donc du coup les personnes qui ont participé à l'étude, elles ont volontairement donné pas mal d'informations. Donc elle date de 2015. À l'époque, il y avait pas mal de groupes et de pages sur Facebook et généralement quand on crée son compte, on se mettait à liker pas mal de pages et de groupes. Et en fait, c'est avec ces informations-là et ce type de like-là qui sont hyper intéressants en termes de données qu'elle arrive à détecter le profil d'une personne. Donc c'est vrai que c'était une approche assez directe, forcément. Si vous avez liké la page de certains artistes, voire même de certains groupes politiques, de certaines villes ou autres où vous avez pu voyager par exemple, forcément c'était très très pertinent pour derrière vous profiler. Aujourd'hui, Facebook est un peu quand même perdu de ce type de données, puisque toutes les pages, etc., c'est des choses qui se sont un petit peu perdues, qui sont beaucoup moins utilisées aujourd'hui. Mais avec des réseaux sociaux comme Instagram, où vous allez liker des images régulièrement, on pourrait récupérer des informations d'une façon aussi pertinente aussi et réussir à vous profiler aussi de cette façon. Donc c'est un message un petit peu que je répète un peu à chaque épisode, mais parce que je pense qu'il est très important, mais faut toujours garder en tête que quand vous avez des services gratuits, ils se nourrissent entre guillemets des informations que vous leur donnez, et donc c'est toujours bien de garder toujours dans un coin de sa tête que quand on like quelque chose, que quand on va avoir une activité sur un réseau social, on donne des informations à une entreprise privée qui derrière va pouvoir utiliser ces informations pour faire beaucoup de choses, et notamment pouvoir faire un profil d'utilisateur et savoir exactement ce qui va vous intéresser, ce que vous allez aimer, et potentiellement pour qui vous allez voter. Et là on rentre un petit peu plus dans quelque chose de dystopique et d'un petit peu plus effrayant, mais c'est vraiment ce qui va être possible avec ce genre d'intelligence artificielle, et c'est là où on pourrait avoir des usages qui pourraient être bien plus négatifs, puisque si on se retrouve avec des modèles d'intelligence artificielle capables de mieux vous connaître, ils vont aussi être capables de mieux savoir pour qui vous votez et surtout de mieux potentiellement vous manipuler, parce que l'une des très grandes forces des large language models aussi, c'est leur capacité à bien communiquer entre guillemets. Si vous essayez des large language models comme ChatGPT par exemple, on voit qu'il a des facultés à l'écrit en tout cas d'expression et de compréhension qui sont incroyables. Et si vous vous amusez par exemple à prendre une chose un sujet sur lequel vous êtes complètement contre, et vous essayez de créer une argumentation avec ChatGPT, vous allez voir qu'il est très très fort pour réussir à vous convaincre, puisqu'il est capable justement un peu d'utiliser les biais humains qui sont bien connus. Et il va avoir une communication qui va être non violente, qui va aller dans votre sens, il va peut-être vous poser des questions, il va vraiment avoir une communication hyper pertinente pour réussir à vous convaincre petit à petit d'un sujet que vous lui aurez donné. Donc c'est hyper intéressant de tester ce genre de choses-là. Et c'est vrai que toutes ces capacités de ces large language models leur permettent d'être de très bons orateurs entre guillemets. Alors je dis orateurs même si pour l'instant les fonctionnalités ne sont pas vraiment à l'audio, mais en tout cas ils ont entre guillemets on pourrait dire un certain charisme, puisqu'avec leur capacité de communication très avancée, ils sont capables vraiment de jouer sur les différents biais qu'on peut avoir pour réussir à vous convaincre de quelque chose. Donc si on imagine ça dans un contexte où l'intelligence artificielle devient encore plus présente, où elle peut récupérer encore plus de données sur vous, on pourrait avoir des modèles qui seraient hyper puissants pour ça, et donc voilà, qui pourraient à la fois très bien vous connaître, mais en plus réussir à vous manipuler petit à petit pour vous amener là où le modèle veut vous amener entre guillemets. Donc on pourrait imaginer des scénarios assez positifs entre guillemets. Si on imagine par exemple le domaine de la santé, si l'intelligence artificielle est capable de vous donner le bon mot au bon moment pour garder votre motivation à son maximum, ça pourrait être quelque chose d'assez enviable. Vous pourriez avoir une sorte de coach par exemple qui vous aiderait à suivre vos différentes bonnes habitudes en termes de santé, je sais pas moi, votre sommeil, vos activités sportives, vos différents plats. Elle serait capable par exemple, si on imagine les lunettes dont on parlait tout à l'heure qui vont intégrer des utilisations d'intelligence artificielle, vous allez au restaurant, vous ouvrez la carte, elle pourrait très intelligemment vous suggérer certains plats plutôt que d'autres, qui seraient des plats plus adaptés à votre régime. Et c'est ce genre de petites manipulations qu'on peut appeler aussi des nudges. D'ailleurs, il y a un super livre qui s'appelle Nudge sur le sujet. C'est un livre de Cass Sunstein et Richard Thaler.
Et ce livre, en fait, il explique un petit peu comment on peut utiliser des méthodes douces pour inspirer les bonnes décisions et entre guillemets manipuler les personnes grâce à des biais qui sont bien connus. Alors je vais vous donner un exemple qui est donné dans le livre. Dans les urinoirs d'un aéroport, ils ont mis une petite mouche au centre de l'urinoir. Pourquoi ? Pour inciter les hommes qui allaient uriner dans cette urinoir à bien viser le centre de l'urinoir et à éviter d'éclabousser partout. Et tout simplement ça marche en fait. C'est que finalement on va avoir un biais, on voit une mouche, ça nous donne un point à viser. Et donc dans cet exemple, ils avaient vu qu'ils avaient eu une très grande amélioration grâce à ce tout petit changement. Et ce genre de changement, il y en a partout. C'est quelque chose qui est aussi beaucoup utilisé des fois dans le marketing. C'est ce qui va permettre, par exemple, d'éviter d'avoir de la friction au plus possible quand vous allez faire un achat. On va essayer à chaque fois de vous faire des petites incitations qui jouent un petit peu sur des biais bien connus des humains pour vous amener vers un sujet ou un autre. Et ça peut être utilisé de façon bienveillante. Donc là, par exemple, dans le cadre des urinoirs, c'est plutôt une bonne chose. Mais ça peut être aussi utilisé dans un mauvais sens. Et donc, il faut quand même se méfier de ce genre de pratique. Et c'est vrai que les intelligences artificielles, je pense qu'elles seraient excellentes pour nous nudger entre guillemets et réussir à nous emmener dans la direction qui serait la direction qu'elles ont visée pour nous. Et donc là-dessus, il y a vraiment des gros choix éthiques, puisque est-ce qu'on a envie d'être intelligemment manipulé par une intelligence artificielle qui en sait beaucoup trop sur nous? Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est un peu la question que je soulève parce que c'est quelque chose qui va être très rapidement possible. En soi, vous pourriez quasiment le faire aujourd'hui si vous étiez un petit peu volontaire, si vous donnez énormément d'informations, par exemple à ChatGPT, que vous créez votre propre GPT en répondant à énormément de questions sur votre propre personnalité, une sorte de questionnaire de personnalité, mais envoyé à ChatGPT. Il pourrait derrière vous fournir des conseils très pertinents sur tout et n'importe quoi. Et si en plus vous l'incitez à vous donner des conseils pour améliorer par exemple votre santé, il pourrait vous donner des conseils hyper pertinents et essayer entre guillemets de vous manipuler pour vous amener vers la direction que vous aurez définie avec lui avant. Alors je pense que ce genre de système pourrait être accepté s'il serait entièrement contrôlé par nous-mêmes. Donc si on imagine ce type d'intelligence artificielle qui serait sur son téléphone ou sur son ordinateur mais uniquement en local, pas connecté à d'autres serveurs auxquels on pourrait du coup donner des informations et qui pourraient nous servir un petit peu tous les jours comme un assistant, qui nous aiderait à la fois à nous aider sur des tâches de la vie courante, mais aussi à nous aider sur des habitudes qu'on essaye d'amener ou d'enlever. Par exemple, il pourrait nous aider à arrêter de fumer, par exemple, ce genre de choses-là. Ça serait peut-être pertinent si on a entièrement le contrôle dessus, mais je pense que dès que c'est quelque chose qui sort de notre contrôle, qui passe sur des entreprises privées, là, on rentre dans un environnement bien plus dystopique et surtout, ça pose un vrai risque en termes de manipulation des populations. Imaginez si c'est des informations qui peuvent être accessibles d'un parti politique, par exemple. Imaginez si des personnes veulent faire passer une loi et utilisent ce genre de nudge et de manipulation couplé à la connaissance qu'ils ont sur les personnes pour réussir à manipuler des élections. On pourrait avoir de très grands problèmes. Ça nous ramène au scandale aussi de Cambridge Analytica, où c'était des données qui provenaient de Facebook qui avaient été utilisées pour faire de la publicité ultra ciblée. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient faire des publicités sur des personnes les plus à même d'être convaincues et en plus de ça faire des publicités qui étaient bien pertinentes sur un domaine bien particulier qui touchait la personne en question et que par exemple si le politicien avait un programme sur le programme de chasse par exemple, imaginons que la personne avait liké une page de chasseur, lui faire une publicité ultra ciblée en disant si vous votez pour tel candidat, la chasse sera interdite, si vous votez pour cet autre candidat, la chasse ne sera pas interdite. Alors là je caricature un petit peu, mais voilà, ce genre de choses pouvait être fait avec cette publicité ciblée et ça a eu un réel impact sur les élections aux États-Unis. Donc on pourrait imaginer la même chose dans d'autres pays et si on n'y prend pas garde, c'est quelque chose qui va pouvoir arriver. Donc je vais un petit peu conclure là-dessus l'épisode. Je vous recommande très chaudement de vous renseigner sur ce livre Nudge. Si c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être que je referai un épisode du podcast un petit peu dédié à ça pour un petit peu plus aller dans les détails. Mais je voulais vraiment évoquer ce sujet parce que c'est vrai que en relisant cette ancienne étude, je me suis dit c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment une possibilité, c'est que les intelligences artificielles nous connaissent mieux que nous-mêmes et surtout qu'elles puissent éventuellement nous manipuler de façon très 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 évoluée. Et donc je pense que c'est intéressant d'amener ce sujet, d'y réfléchir et de rester attentif à ce genre d'usage qui pourrait arriver très prochainement.
Donc sur ce, je vous laisse pour cette semaine. N'oubliez pas de faire attention à vos données. Pensez que derrière, elles pourront être utilisées dans 5 ans, dans 10 ans, par des intelligences artificielles ultra puissantes pour potentiellement vous manipuler. Donc c'est pas pour vous faire peur, mais voilà, gardez-le en tête quand même. Et voilà, et jusque-là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.